TVT au cœur de l'information. Suite à l'incendie qui s'est produit le 1er janvier au grand marché provisoire de Kara, une délégation gouvernementale s'est rendue sur place pour évaluer les dégâts causés et consoler les victimes. Nous allons nous intéresser également dans ce journal à une infection digestive relativement courante, l'intoxication alimentaire. À quoi elle est due et comment prévenir ou traiter l'intoxication alimentaire, les éclairages dans ce journal. Et puis, l'ONG Action pour la jeunesse d'Afrique fait la promotion de la meule casamançaise, une technique de carbonisation améliorée pour la production du charbon de bois. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez déjà, le 1er janvier 2022, le nouveau grand marché provisoire de la ville de Kara a été victime d'un incendie. Certaines commerçantes et commerçants ont payé un lourd tribut, des marchandises parties en fumée ou encore volées. Le gouvernement, après concertation, a dépêché une délégation sur les lieux pour remonter le moral des sinistrés. Nestor Mouzou. Leurs marchandises sont parties en fumée à cause de l'incendie du 1er janvier. Leur douleur est encore immense. Depuis le sinistre, leurs activités commerciales se sont arrêtées. C'est en vue de leur apporter le soutien moral que le gouvernement a envoyé le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. La vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Gnassingbé, est de faire en sorte que l'inclusion sociale soit une réalité. Et je crois que les projets structurants que le gouvernement aujourd'hui, dans sa feuille de route, sous la coordination de Madame le Premier ministre, ces projets-là, qui sont en cours de réalisation, le démontrent à suffisance. Et tout récemment, nos commerçants et commerçantes de Kara ont été éprouvés par un sinistre. Nous leur apportons les compassions du gouvernement par rapport à ce sinistre. Et elles nous ont donné quelques doléances sur lesquelles nous allons travailler avec la diligence qu'il faut. Les doléances dont parle le ministre, c'est la réfection des hangars endommagés pour permettre aux sinistrés de vite reprendre leurs activités. Le ministre nous a dit que dans le meilleur délai, les autorités locales vont procéder à l'évaluation des dommages au niveau des apatanes pour que nous puissions reprendre nos activités, car ce n'est pas acceptable qu'une femme reste sans rien faire. Nous remercions le ministre, nous remercions le chef de l'État qui ne nous oublie jamais. Nous nous remettons encore à lui. Avant de quitter les victimes, le ministre ADG les a rassurés que le gouvernement, sur la base du rapport d'évaluation des pertes, verra ce qu'il y a lieu de faire pour les soulager. Et après la rencontre avec les victimes, le ministre Kodjo Adedje a effectué une visite sur le chantier de construction du bâtiment central du nouveau grand marché de Kara pour évaluer le niveau d'avancement des travaux. Les entreprises concernées ont été sommées d'achever le chantier dans les plus brefs délais. Nestor Mouzou. Plusieurs fois, le ministre en charge du commerce est venu sur ce site de construction du bâtiment central du nouveau grand marché de Kara pour constater le déroulement et le niveau d'atteinte des travaux. À chaque fois, le constat est le même. Les travaux n'avancent pas au rythme souhaité. Les commerçantes et commerçants sont fatigués d'attendre la fin des travaux pour intégrer le site. Ça fait 8 ans que nous attendons. Et il y en a qui ont attendu aujourd'hui. Elles ne sont plus parmi nous. Elles ont vu la première pierre, mais jamais la fin de la réalisation. Donc nous attendons la fin de la réalisation, au moins en 2022, pouvoir intégrer ce marché fièrement. À la suite de cette visite, le ministre Adedje, accompagné du représentant de la Banque africaine de développement BADS, qui finance les travaux, ont eu une séance d'échange avec les entreprises sur les raisons qui bloquent les travaux. Entre-temps, il y avait les saisons des pluies qui ont beaucoup bloqué.
Mais aujourd'hui, on est sorti déjà de ça. Et nous avons commencé par mettre le paquet dans tous les domaines. Les avenants se sont ajoutés. Nous souhaitons que le gouvernement aussi nous accompagne financièrement pour que lorsqu'on introduit les décomptes, que ces décomptes-là puissent passer. Le représentant de la BAD et le ministre du Commerce trouvent ces raisons pas convaincantes, surtout celles relatives à la lenteur du décaissement des fonds. Nous avons un budget pour ce projet. Les entreprises ont gagné un marché, ces ressources sont bloquées et on attend l'exécution pour pouvoir libérer les ressources. Ils ont confirmé qu'il s'agissait d'un problème d'entente entre les entreprises et les cabinets de contrôle. Donc on a mis en place une organisation, des réunions de suivi hebdomadaires pour pouvoir voir avec les entreprises et les agents d'exécution sur le terrain afin que les travaux puissent avancer assez rapidement. La BAD ne souffre d'aucun problème de liquidité. D'ailleurs, cette institution voudrait améliorer la qualité de consommation des crédits mis à la disposition des gouvernements. Et donc, il n'y a aucun souci en termes de liquidité. Au niveau du budget de l'État, nous n'avons aucun souci de trésorerie. Alors, ce que vous venez d'entendre, je crois que c'est un problème de coordination sur ce chantier-là. Et nous avons été clairs. Les entreprises sont appelées à s'entendre pour que les décomptes puissent passer rapidement et qu'on paye les entreprises. Il n'y a aucun problème de liquidité. Nous l'avons fait entendre clairement. Le 31 mars, c'est la nouvelle date butoir fixée pour la fin des travaux. À cette date, les entreprises qui n'auront pas honoré leur engagement se verront sanctionnées. Retour à présent sur la 8e revue sectorielle conjointe de l'éducation tenue à Lomé. Un exercice qui consiste pour le secteur de l'éducation de rendre compte des performances de chaque sous-secteur. Les travaux ont pris fin avec bien évidemment de nouvelles perspectives pour améliorer l'efficacité du système éducatif au Togo. Débat riche, éloquent, chacun des participants a exprimé le fond de sa pensée. Aucun détail n'a été omis, des recommandations ont été formulées. Dodo Warren nous en dit plus. 3 jours de débat, de partage d'idées et parfois de contradictions. Ces délégués n'ont pas hésité à mettre sur la table de discussion leurs préoccupations. Des recommandations, ils en ont formulé sur plusieurs plans. Sur le plan Covid par exemple, nous avons fait des recommandations pour que les moyens encore accompagnent le système pour qu'on puisse juguler ce problème de Covid. Un aspect que je trouve fondamental et pertinent, c'est le système de suivi des apprenants. En réalité, nous sommes censés former pour le développement économique. Et si on veut avoir la fierté d'être le ministère qui forme pour le développement, il faudrait qu'on puisse assurer l'insertion des formés. Ça, c'est fondamental. Nous sortons donc satisfaits de ce 8e rendez-vous de l'éducation et nous pensons qu'avec la mise en œuvre de ces recommandations, nous allons avancer dans l'atteinte des objectifs du plan sectoriel de l'éducation. Satisfaction également au niveau du père Afognon. Cependant, il insiste sur le recrutement des enseignants. La qualité de l'éducation en dépend. S'il y a déficit à ce niveau, ça va nécessairement avoir des répercussions sur la qualité de l'éducation et même sur la qualité de l'encadrement. Et donc, c'est une recommandation, à notre avis, importante. De même que la révision et l'accroissement des infrastructures d'accueil de nos apprenants et de nos élèves. C'est une recommandation importante aussi et c'est le lieu déjà de nous réjouir avec notre gouvernement parce que sur ce plan, le ministère a déjà lancé la construction d'un certain nombre d'établissements scolaires et ça c'est très bien. Autre élément fondamental, le regard appréciatif de la société civile sur les actions menées par l'État. Il y a 2 recommandations que nous trouvons vraiment importantes. La création des cadres régionaux d'échange pour qu'on puisse évaluer le degré de satisfaction des bénéficiaires que sont les apprenants, qu'ils soient handicapés ou non. Autre chose, la cartographie des organisations intervenant dans le domaine de l'éducation ou actives dans le domaine de l'éducation. Ça, c'est très important.
Les portes de la 8e revue se referment, place désormais aux travaux techniques qui seront soumis dans les prochaines semaines à validation. Écho de la primature avec ses audiences accordées par le chef du gouvernement, Madame Victoire Tomiga Dobé a conféré avec l'ambassadeur de l'Inde au Togo, Sanjeev Tanvon. Elle a également échangé avec la délégation de la fêtière des communes du Togo, conduite par sa présidente, Yawa Kuigan, sur un certain nombre de sujets. Le point avec Yasmine Kodja. Le Premier ministre s'est entretenu avec l'ambassadeur de l'Inde au Togo, son Excellence Sanjeev Tanvon. Il est allé présenter ses civilités à la chef du gouvernement et discuter des liens de coopération entre son pays et le Togo, notamment en matière d'éducation et de l'agriculture. Nous avons discuté de certains points, notamment comment l'enseignement supérieur et le développement des compétences peuvent jouer un rôle important dans le développement. Nous allons renforcer le partenariat pour que les jeunes Togolais aillent étudier dans diverses universités indiennes, vice-versa. Nos discussions ont touché également certains domaines de coopération tels la santé et l'agriculture. Nous participons aussi à la préservation du parc de Fazao Mafakassa à travers le projet exécuté par l'UNESCO avec le Fonds de développement des Nations Unies pour l'Inde, avec $1 million américains où nous essayons de fournir des moyens de subsistance alternatifs aux communautés locales autour du parc. En début de cette année 2022, une délégation de l'Union des communes du Togo, UCT, est venue présenter ses meilleurs vœux à Madame le Premier ministre. L'UCT a discuté des questions de sécurité et de développement au sein des collectivités locales avec Madame le Premier ministre. Nous avons formé pour son Excellence Madame le Premier ministre, pour l'ensemble de ses collaborateurs, des vœux de santé, des vœux de paix, des vœux de progrès. Et nous sortons de cette rencontre enrichie parce que son Excellence Madame le Premier ministre a bien voulu nous offrir un éclairage et des orientations qui vont nous permettre, en les prenant à notre compte, autant au niveau du Bureau national de la fêtière des communes du Togo que dans l'ensemble de nos collectivités territoriales, de participer à notre échelle aux actions de développement, à l'accélération du développement dans notre pays. Nous avons donc abordé les questions sécuritaires qui sont prégnantes aujourd'hui au regard du contexte. Nous avons abordé l'impact de la pandémie qui, au-delà du sanitaire, s'infiltre dans tous les domaines socio-économiques. Le Premier ministre les a offert un éclairage et des orientations qui vont leur permettre de participer aux actions de développement du Togo. Conseil santé et l'intoxication alimentaire, une infection digestive relativement courante due à l'indigestion d'aliments ou d'eau contenant des bactéries. Elle se manifeste notamment par des douleurs abdominales assorties de la fatigue. Quelles sont alors les clés pour éviter les intoxications alimentaires et comment les traiter? Éclairage dans ce dossier réalisé par Immaculée Baoué Abalo et présenté par Abide Niassingbe. Ce matin, Deou, 14 ans, ne peut pas aller à l'école. Elle souffre des douleurs abdominales, contractions répétitives, suivies de diarrhée. Dans la cantine de l'école, j'ai pris un peu de riz accompagné d'un peu de salade et j'ai bu aussi un peu de jus de citron et de bissap. Arrivé à la maison, on avait préparé de la pâte avec de la sauce d'adémé. J'ai mangé, j'ai pris un peu de jus de citron accompagné de yaourt qui était dans le frigo. Dans la nuit, j'ai eu des maux de ventre qui ont troublé mon sommeil et un peu de diarrhée. Ce matin, on s'apprête pour m'amener à l'hôpital. Deou souffre de l'intoxication alimentaire. Pour Bouraïma, docteur nutritionniste, ces symptômes en sont une preuve. L'intoxication alimentaire, c'est quand une personne présente des signes ou bien des symptômes suite à la consommation d'aliments contaminés par des bactéries, des virus, des parasites, ou leurs toxines, voire même des métaux lourds, donc des douleurs abdominales, des nausées, vomissements, de la diarrhée
Quelquefois, il peut y avoir de la fièvre et des maux de tête. Donc, c'est les signes d'une intoxication alimentaire. Pour un traitement efficace du mal, le spécialiste recommande une prise en charge hospitalière. Son traitement est surtout symptomatique. Quand on vomit, quand on fait la diarrhée, on perd beaucoup de liquide. Et surtout, ce que nous recommandons, c'est de boire le SRO, la solution de réhydratation orale. Éviter, pendant quelques jours, certains aliments qui vont irriter l'appareil digestif, notamment les fruits et les légumes, tout ce qui est trop sucré et trop gras, tout ce qui contient beaucoup de fibres, les céréales complètes. Au reste, c'est bon pour tout le monde. Il y a des précautions. Il faut se laver les mains régulièrement. Il faut laver les fruits et les légumes. Il faut bien cuire les aliments. Il faut aussi éviter de mélanger dans le même frigidaire les aliments crus et les aliments cuits. Il faut éviter ce qu'on appelle la contamination croisée. Vous avez utilisé un couteau pour manipuler un poisson frais. Normalement, ce même couteau ne doit pas plus être utilisé pour manipuler un aliment cuit. Il y a un certain nombre de mesures que les magasins doivent prendre. Le toit doit contrôler régulièrement. L'intoxication alimentaire est de plus en plus fréquente. Se faire toujours consulter si l'on est atteint du mal reste recommandé. Santé encore et la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Togo s'y attelle avec l'aide de ses partenaires. Le pays vient de recevoir ce jour des doses du vaccin Pfizer, un don de la France pour renforcer sa campagne de vaccination. Et voici justement à ce jour, samedi 15 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 35 851, 186 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 28 749, 310 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 6 841 et le nombre de décès est de 261 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Également le Mali, où le gouvernement de la transition dirigé par le colonel Assimi Goïta fait une démonstration de force. Hier, sur l'ensemble du territoire, la population est descendue en masse dans la rue pour manifester contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Démonstration de force du gouvernement de la transition dirigé par le colonel Assimi Goïta au Mali. Vendredi, sur l'ensemble du territoire, la population est descendue en masse dans les rues, manifester contre les sanctions de la CEDEAO. Vêtu d'une tenue militaire, le Premier ministre par intérim, Choguel Maïga, a prononcé un discours patriotique et panafricain. Tous les Africains sont en train de regarder le Mali. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Évoquant l'histoire de la résistance africaine contre les colonisateurs, Choguel Maïga n'a pas omis de remercier la Chine et la Russie pour leur soutien lors du Conseil de sécurité de l'ONU en début de semaine. Saluer la Russie et la Chine, deux pays et deux peuples qui ont toujours été aux côtés du Mali depuis 1960. Et aujourd'hui, la Russie et la Chine se sont opposés à un embargo illégal et illégitime contre notre peuple. Depuis la semaine dernière, le Mali, isolé et sous embargo commercial imposé par la CEDEAO et l'UEMOA, qui exhorte le pays au respect du calendrier électoral qui doit restaurer la démocratie. Mais face à la pression internationale qui ne faiblit pas, les manifestants ont scandé « Vive la transition ». Environnement au Togo et la promotion de la meule casamançaise, une technique de carbonisation
modernes pour produire le charbon de bois, un projet porté par l'ONG Action pour la jeunesse d'Afrique dans le souci de permettre aux producteurs du charbon de bois d'améliorer leur rendement sans pour autant détruire le couvert végétal. L'étape de la région centrale avec Désiré Aloy. L'utilisation de la meule casamançaise est une expérience réussie selon les experts en charge de l'environnement. Plusieurs localités à travers le pays l'ont expérimenté. Dans la région centrale, les résultats sont capitalisés. La bonne technique de carbonisation du bois a été apprise aux populations pour les amener à abandonner la vieille pratique qui contribue à accentuer le dérèglement climatique. Cette technique accompagne la transition énergétique vers une économie plus sobre en carbonisation, permettant ainsi la reddition de la déforestation. On a eu d'abord à identifier les charbonniers dans les grands bassins d'exploitation du Togo, 1500 charbonniers, et ces charbonniers ont été formés sur la vie coopérative. On a eu à former des tauliers au niveau de chaque région, 10 tauliers par région. En tout, 500 cheminées ont été fabriquées avec les accessoires. Et on a initié des plantations à vocation bois-énergie. On a renforcé leur capacité sur l'entrepreneuriat forestier pour le bois-énergie. Et à ce jour, on peut se réjouir d'avoir au niveau national une base de données de tous les charbonniers, plus de 1500 charbonniers, qui peuvent aujourd'hui jouer le rôle d'interlocuteur avec l'administration forestière. L'ONG Action pour la jeunesse d'Afrique, AJA, dispose désormais d'une base de données relative à la meule. Et on peut dire qu'il y a au moins la moyenne nationale par rapport à la meule traditionnelle qui tourne autour de 15-16% et la moyenne nationale de la meule casamançaise améliorée qui est à 27% au niveau national. Toutes ces données vont être mises à la disposition de l'administration forestière pour que les partenaires puissent voir dans quelle mesure une suite favorable va être donnée à ce projet. Le projet a démarré en 2018. Sokode constitue la dernière étape des rencontres de capitalisation des résultats. Après Savane, Kara, Atakpame et Thévié. La prochaine étape reste la vulgarisation de la technique. À retenir aussi de ce journal, cette formation des bouchers abatteurs d'Aguezongo et Gossimé à Lomé. Ils approfondissent leurs connaissances en la matière pour le bien-être des consommateurs. L'application stricte de l'hygiène dans l'exercice de leur métier leur a été recommandée. Edwige Atakpa Bassabi avec à la voix Eliagba Nyadaou. Les bouchers d'Aguezongo et de Bonsimé rehaussent leur niveau. Ils apprennent ici les bonnes pratiques d'hygiène lors des abattages pour servir des viandes saines aux clients. Des astuces qui leur permettent de mieux attirer la clientèle et de lui proposer des produits de qualité. On a fait une partie théorique au niveau du FOPADES où nous avons entretenu les bouchers et les aides-bouchers qui sont en charge de la préparation des carcasses aux abattoirs, sur les méthodes d'hygiène à chaque étape de l'abattage, depuis le choix des animaux, leur contention jusqu'à l'abattoir et leur amener pour la saignée jusqu'à la préparation de la carcasse pour le consommateur. Et nous continuons avec la phase pratique où nous leur démontrons à chaque étape quelles précautions ils doivent prendre pour que la viande qui va sortir de leur manipulation soit une viande hygiénique et propre à la consommation humaine. L'objectif de cette formation, c'est de permettre que tout au long de cette année et toujours à Lomé, au Togo, que les consommateurs aient de la viande de très bonne qualité dans leurs plats. Les pratiques d'hygiène, par exemple, la saignée du petit ruminant, au lieu de la faire à même le sol, il vaudrait mieux la faire sur une surface propre pour éviter que la carcasse qui va être servie ait des microbes. On essaye de leur montrer comment améliorer les pratiques d'hygiène. Comment désinfecter le couteau qu'on utilise? Comment entreposer la viande qui est abattue? Cette séance de formation se tient dans le contexte de la mise en œuvre du projet Sécurité alimentaire à la base de viande issue de l'entrepreneuriat social SALV. Outre la formation, ce projet promu par Vétérinaires sans frontières Suisse appuie près de 800 petits agro-éleveurs de petits ruminants dans les préfectures de Blita, Hao et Ogou. Le groupe Togocom continue de faire des heureux gagnants à travers des jeux. Les 10 premiers points de vente Timoni sur la période du challenge du 22 novembre au 31 décembre 2021 ont reçu leur prix dans la région centrale. De super cadeaux pour les motiver davantage. Désiré Aloy.
Il a mis le paquet dans l'accompagnement de l'action sociétale de Togocom. Tchakala au numéro 93 93 61 92 se hisse meilleur point de vente PDV Timoni dans la région centrale. Timoni, c'est vraiment un bon produit. J'ai beaucoup investi et bon, le résultat. La région centrale, c'est moi qui ai pris la moto. Je remercie vraiment Timoni. J'encourage les gens à s'abonner beaucoup dans Timoni. Ça nous aide beaucoup vraiment à lutter contre la Covid. Parce que nous n'allons pas aller nous rassembler. Tu peux rester dans ta chambre, tu reçois un montant que tu as besoin sans les difficultés. Du 22 novembre au 31 décembre 2021, au niveau de la région centrale, ils sont 10 points de vente qui se sont illustrés meilleurs PDV après Challenge Timoni organisé par Togocom. Des superbes cadeaux allant de 100 000 à la moto en passant par des lots de 200 000 et 300 000 enlevés par les points de vente. Remise de différents lots par Togocom qui chaque jour innove pour davantage égayer sa clientèle fidèle au leader de la télécommunication au Togo. Togocom, par la promo challenge, point de vente Timoni, fidélise sa clientèle qui lui fait encore confiance pour booster davantage la vision, l'objectif de la société qui au quotidien change pour nous. Culture, littérature, la France et le monde célèbrent les 400 ans de Molière, le dramaturge emblématique qui incarne le théâtre français et auquel on emprunte le nom de scène pour qualifier la langue française, langue de Molière. L'auteur francophone le plus traduit, lu et joué dans le monde entier est mis à l'honneur dans de nombreux pays. Regardez. De Molière, on pensait tout savoir. Pourtant, de son œuvre, il ne reste aucun manuscrit original. Et de sa vie, on ne sait que peu de choses. Les récits ont évolué au gré des régimes politiques. L'exposition Molière, la fabrique d'une gloire nationale, s'attache à déconstruire le mythe pour établir une vérité historique. En étudiant Molière, sa vie, j'ai trouvé que c'était un homme hyperactif en fait, qui avait multiples métiers. C'était un acteur, un auteur, un gestionnaire, un chef de troupe, en plus avec une charge de tapissier du roi. On dit même qu'il en serait mort parce qu'il serait presque mort de fatigue et de maladie. Donc c'était pour exprimer un peu ce caractère de l'homme, par sa générosité, son caractère foisonnant. On a voulu, en concertation avec le commissaire d'exposition, un accrochage dense en fait, qui relate ce trait de caractère. Des costumes d'époque reconstitués au masque d'Erhard Stiefel, fabriqué pour le film Poquelin, la collection réunit près de 200 œuvres venues d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Car Molière n'est pas seulement un trésor national, il est aujourd'hui le dramaturge de langue française, le plus lu, joué et traduit dans le monde. L'exposition accorde une large place à la fois aux tournées des artistes français à l'étranger. Il y a un texte très émouvant sur une tournée de Jean Vilar en Afrique où il explique que les Africains, les Français peuvent se reconnaître ensemble dans une même référence. Et il est aussi plus intéressant, l'auteur, que se sont réappropriées différentes cultures et notamment des cultures qui ont participé pendant plusieurs siècles au projet de colonisation de la France et qui finalement ont gardé Molière pour pouvoir nous expliquer que ce théâtre qui parle du mariage arrangé, qui parle de l'emprise de la religion sur la société, en fait est un théâtre aussi pour notre temps dans différentes régions du monde et qui ne concerne que lointainement la société française du XVIIe siècle. De son temps, Molière était une star. De nos jours, il est une référence incontestée. Son œuvre a traversé 4 siècles d'histoire sans prendre une ride. Ces dernières informations de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021. Pour terminer, 2 matchs ont eu lieu ce jour. Le premier a opposé le Nigeria au Soudan et à cette rencontre, le Nigeria s'est qualifié sans difficulté pour les 8e de finale après avoir battu l'Égypte 1-0. Le second duel a opposé la Guinée-Bissau à l'Égypte. Les 2 équipes se sont séparées sur un score de 1-0 en faveur de l'Égypte. Rappelons que demain, dimanche 16 janvier, 4 rencontres sont prévues. 13h, Gambie-Mali, 16h, Côte d'Ivoire-Sierra Leone, 16h également, Tunisie-Mauritanie, 19h, Algérie, Guinée équatoriale et c'est à suivre en direct
bien évidemment sur la télévision togolaise. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon week-end et à demain.